L'énorme quantité d'énigmes que nous pose le macrocosme est indéniable. Les résoudre n'est pas simple, mais rien ne nous empêche d'élaborer une série d'hypothèses plus ou moins proches de la vérité. Convenez qu'aujourd'hui, malgré les technologies à notre disposition, il est encore assez difficile de répondre à certaines questions, par exemple, quelles sont les dimensions de l'univers et a-t-il des limites? Le progrès est constant, ainsi nos connaissances vont bientôt s'élargir considérablement grâce à l'entrée en fonction de télescopes de nouvelle génération, révélant, j'en suis convaincu, les portes d'un passé obscur et d'un univers insondable. Dans quelques années, les humains verront le monde non seulement à travers les yeux du télescope spatial Hubble, mais aussi grâce à l'observatoire infrarouge le plus puissant au monde, le télescope James Webb, lancé en 2021. Ce dernier permettra de détecter des exoplanètes, d'observer la formation des galaxies et la naissance des étoiles. Parallèlement, le télescope européen extrêmement grand, doté d'un miroir de 39 mètres, le plus grand jamais construit, est en cours de construction au Chili et devrait entrer en fonction en 2027, surpassant en sensibilité le James Webb. Des instruments comme l'Observatoire spatial Athéna, spécialisé dans les rayons X avec des détecteurs ultrasensibles, sont également en développement, permettant de localiser la formation des trous noirs. Ces avancées technologiques permettront d'examiner plus en détail Proxima b, située près de l'étoile Proxima Centauri à 4,2 années-lumière de nous, ainsi que Kepler 16b, un analogue de la planète Tatooine de Star Wars. De plus, les astronomes pourront observer des planètes aux conditions extrêmes, comme des planètes où un hémisphère est constamment plongé dans la nuit et l'autre dans le jour. Mais réfléchissons à une autre question intéressante, comment un être humain, habitué aux dimensions terrestres, peut-il appréhender, et encore plus mesurer, des milliards de kilomètres cosmiques? Il est évidemment extrêmement difficile pour un terrien d'imaginer où se situent les planètes mentionnées précédemment, où la vie pourrait se cacher, et à quelle distance elles se trouvent. Faisons donc un bref rappel des unités de mesure utilisées en astronomie. Dans notre système solaire, on utilise l'unité astronomique, égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149,6 millions de kilomètres. Au-delà de notre système solaire, l'utilisation du A devient moins pratique, c'est pourquoi on utilise l'année-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an. La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 299 792 458 mètres par seconde. Considérant ces informations, il est effrayant de penser à la distance qui nous sépare de Proxima b, l'une des exoplanètes les plus proches découvertes. Cette information a le potentiel d'éveiller l'imagination, mais la perception de l'ampleur de ces distances reste difficile. Essayons donc de mesurer une année-lumière en termes de pas humains. Cela semble étrange, mais essayez d'abstraire et d'imaginer ce qui va suivre. Par exemple, un calcul simple montre que si une personne marche continuellement à 5 km/h pendant un an, elle parcourra environ 43 800 km. Avec une durée de vie moyenne de 72 ans, cela donne 3 153 600 km. En d'autres termes, en marchant sans arrêt toute sa vie, une personne parcourrait environ 9 secondes-lumière. Imaginez, elle n'atteindrait même pas Mars. Calculons alors la distance parcourue par toute la population de la Terre, en couple se relayant tous les 72 ans, le résultat serait bien supérieur à une année-lumière. Mais cela prendrait des millions d'années à toute la planète. Maintenant, imaginez le temps nécessaire pour atteindre Alpha Centauri b, à 4,4 années-lumière, ou pour traverser la Voie lactée, d'un diamètre de 100 000 années-lumière, voire une galaxie de 6 millions d'années-lumière de diamètre. Les efforts de tous les êtres humains ayant jamais vécu sur Terre ne suffiraient pas. Si la distance jusqu'aux différents systèmes stellaires est aussi immense, alors à quel point l'univers est-il gigantesque? Personne sur Terre ne peut dire avec certitude quelles sont ses dimensions et si le macrocosme est fini. Cependant, un fait indiscutable est connu, le ciel que nous observons chaque nuit est une sorte d'enregistrement vidéo, un voyage dans le passé. Parfois, il s'agit de seulement 8 minutes, comme pour le Soleil, mais parfois de millions ou de milliards d'années-lumière. L'éclat que vous observez pourrait provenir d'une galaxie disparue il y a des siècles, sa lumière continuant son voyage à travers les routes universelles. Pour finir, abordons un autre problème crucial de la cosmologie, jusqu'où pouvons-nous voir dans le macrocosme, et quels objets pouvons-nous observer sans entrave? Le bord de l'univers observable se situe à environ 46,5 milliards d'années-lumière de nous. C'est incroyablement loin, mais qu'y a-t-il au-delà de cet horizon? L'humanité ne lèvera probablement le voile sur ce mystère que bien plus tard. Il faut mentionner l'hypothèse de l'expansion constante de l'univers, souvent débattue dans les milieux scientifiques. On considère que cette expansion est uniforme en tout point, il est donc impossible de savoir si l'on se trouve au centre ou en périphérie.
L'horizon pourrait donc reculer avec le temps, et même dans des milliers d'années, il est improbable que des télescopes soient capables de regarder au-delà de la limite invisible de cette bulle gigantesque, et de voir ce qui se cache dans les ténèbres cosmiques. Ni Hubble, ni James Webb, ni aucun instrument actuel n'en sont capables. Heureusement, il existe autour de nous tellement d'objets intéressants à étudier que cela occupera des générations d'astronomes. Se demander à propos des limites de l'univers, aussi tentant soit-il, est peu productif. Si ce sujet vous intéresse, partagez votre point de vue en commentaire. Croyez-vous à un multivers avec des lois alternatives, à un macrocosme plat et infini, ou à l'hypothèse que l'humanité habite à l'intérieur d'un gigantesque trou noir? Chacun d'entre nous a au moins une fois observé une traînée argentée fendant le ciel nocturne, laissée par une comète. D'où proviennent ces mystérieux objets célestes dans notre système solaire? Il s'avère qu'ils ont un lieu d'origine appelé le nuage d'or. Traditionnellement, beaucoup représentent le système solaire de manière réduite, en limitant ses dimensions aux orbites planétaires. Or, ce n'est pas le cas. Pour la plupart des astronomes, la limite extérieure du système solaire est le nuage d'or, situé à environ 100 000 UA du Soleil. On ne peut affirmer avec certitude son existence, car son observation directe reste impossible. Des indices indirects suggèrent fortement qu'il existe et qu'il est probablement la source de la plupart des comètes. On pense que le nuage d'or est un immense tore dont la frontière extérieure coïncide avec la sphère de l'île du Soleil, la limite de son influence gravitationnelle sur les corps plus petits, à environ une année-lumière de notre étoile. Le nuage d'or abriterait des milliards de comètes formées à l'aube du système solaire. Mais qu'est-ce qui les éjecte et pourquoi les observons-nous dans le ciel? Les astronomes s'accordent à penser que les comètes du nuage d'or sont perturbées par des forces extérieures provenant d'étoiles passant à proximité et de la galaxie elle-même. Elles sont littéralement éjectées vers le système solaire. Il convient de mentionner deux hypothèses concernant la perturbation des comètes, la planète hypothétique Tyche et l'étoile Némésie. Cette dernière, selon certains scientifiques, serait un compagnon du Soleil, mais son existence n'est pas confirmée. Elle serait située au-delà du nuage d'or et son observation est extrêmement difficile. Un groupe de scientifiques lie Némésie à la périodicité des extinctions massives sur Terre, l'étoile perturbant régulièrement la stabilité du nuage d'or, provoquant ainsi une pluie de comètes sur notre planète et détruisant les formes de vie développées. Quant à Tyche, une hypothétique géante gazeuse qui influencerait également les comètes, elle se trouverait probablement à l'intérieur du nuage d'or, mais n'a pas encore été détectée. Toute cette information n'est pas présentée par hasard. Si le nuage d'or existe et fait partie intégrante du mécanisme du système solaire, il est facile de comprendre l'interdépendance de ces processus internes avec cette structure gigantesque. Revenons à la description du nuage d'or, dont l'existence a été proposée pour la première fois par l'astronome estonien Ernst Peak en 1932, puis 20 ans plus tard par l'astrophysicien néerlandais Jan Hoare, qui a donné son nom à l'objet. Les deux scientifiques cherchaient à expliquer le paradoxe de la courte durée de vie des comètes. Ils imaginèrent un réservoir où les comètes flottaient paisiblement dans le vide jusqu'à ce que leurs orbites soient perturbées. La frontière extérieure du nuage de Picor est bien définie, tandis que la frontière intérieure se situe entre 2000 et 5000 UA du Soleil. La structure du nuage est très hétérogène. La partie intérieure a une forme de disque, tandis que la partie extérieure est sphérique. La densité est plus élevée dans la partie intérieure, où des milliards de comètes composées d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane toxique et de cyanure, ainsi que de débris de planètes rocheuses, orbitent. Les orbites des comètes sont stables dans la majeure partie du nuage, mais elles deviennent chaotiques dans la région extérieure en raison des perturbations externes. La formation du nuage d'or, structure gigantesque d'un diamètre d'environ 200 000 UA, est liée au nuage de gaz et de poussière à partir duquel les planètes et les autres objets de notre système solaire se sont formés. Il y a 4,5 milliards d'années, le nuage d'or était beaucoup plus proche du Soleil. Avec le temps, l'influence gravitationnelle des planètes géantes a repoussé cette structure loin dans l'espace. Le nuage d'or a atteint sa masse maximale environ 800 millions d'années après sa formation, à une époque où les étoiles passaient plus souvent à proximité des limites du système solaire. Des structures similaires au nuage d'or ont été détectées dans d'autres systèmes planétaires, suggérant que les pluies de comètes sont un phénomène assez courant dans l'univers. Cela soulève la question de la dangerosité de ce voisin gigantesque pour les terriens. Des études plus approfondies ont révélé que les comètes ne sont pas seulement déviées de leur trajectoire par des étoiles massives. La Voie lactée, comme d'autres amas, est soumise à des marées galactiques, semblables à celles provoquées par la Lune sur la Terre. Ces phénomènes déforment le nuage d'or, perturbant le champ gravitationnel et modifiant les orbites des comètes. Il est possible qu'une comète se dirige actuellement vers la Terre, mais nous ne le savons pas encore.
Pourrons-nous un jour observer le nuage d'or directement, ou au moins avec les caméras de sondes interplanétaires? Compte tenu de la distance extrême de cette structure, cela est peu probable dans un avenir proche. La sonde New Horizons explore actuellement la ceinture de Kuiper, beaucoup plus proche que le nuage d'or. Toutefois, la situation n'est pas aussi désespérée qu'il n'y paraît. Le problème, c'est que la durée de vie humaine est très courte. Ni nous, ni nos enfants ne verront ce que Voyager 2, qui s'éloigne du Soleil à 119 UA, pourra montrer. Dans 270 ans, la sonde atteindra la limite intérieure du nuage d'or. Même maintenant, il faut plus de 16 heures pour que le signal de la sonde atteigne la Terre. À une telle distance, il est improbable que nous puissions le détecter. Pour traverser complètement le nuage et quitter définitivement le système solaire, la sonde mettra 30 000 ans. Une démonstration claire des dimensions titanesques de cette structure. Voyager 1 mettra un peu moins de temps, 24 000 ans. Cependant, les technologies futures pourraient dépasser nos connaissances actuelles, et nous pourrions observer le nuage d'or beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, et c'est peut-être la question la plus importante, à laquelle nous cherchons une réponse dans tous les coins de l'univers, est-il possible que la vie existe dans le nuage d'or, même à un niveau microscopique? Il semblerait que la réponse soit évidente, à une telle distance des étoiles, c'est impensable. Mais ce n'est pas si simple. En 2003, un gros objet transneptunien a été découvert et nommé Sedna. Étant donné sa distance, cette planète naine se trouve dans le nuage d'or. On ne sait pas comment elle a atteint cet endroit, mais on suppose qu'elle abriterait un océan liquide sous sa couche de glace, maintenu à des températures propices à la vie grâce à la désintégration radioactive interne. Vers 2075, lorsque Sedna atteindra son périhélie, nous aurons une excellente occasion d'étudier cette question plus en détail et de déterminer si le nuage d'or est habitable. Le prix Nobel de physique 2020 a un lien direct avec les trous noirs. Il a été attribué aux astronomes Reinhard Genzel et André Hage qui ont découvert le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée et à Roger Penrose qui a démontré que la relativité générale prédisait l'existence d'une singularité gravitationnelle au sein de chaque trou noir, c'est-à-dire une région de gravité infinie. L'importance de la théorie de Penrose sur les singularités va bien au-delà de ce qu'il apparaît. Elle met à l'épreuve les limites de la théorie d'Einstein et nous fait réfléchir à l'origine de l'univers. Les trous noirs, ou étoiles noires, ont toujours été en marge de la pensée scientifique. Dès les années 1700, John Michell et Pierre-Simon Laplace, en étudiant la loi de la gravitation de Newton, ont envisagé l'existence d'objets si massifs que même la lumière ne pourrait s'échapper de leur surface. Cependant, peu de gens ont pris ces étoiles noires au sérieux, d'autant plus que la lumière ne se comporte pas comme le décrit Newton, et que la gravitation ne fonctionne pas non plus comme le prévoyait Newton. En 1915, la théorie de Newton a été remplacée par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ce ne fut pas la fin de l'histoire des trous noirs. Karl Schwarzschild résolut les équations de la relativité générale peu après leur publication par Einstein, démontrant qu'une sphère de matière très dense serait entourée d'une surface où le temps lui-même s'arrêterait. Au-delà de cet horizon des événements, toute matière, lumière et espace seraient inexorablement attirés vers un point central, la singularité, où le champ gravitationnel devient infini. Les physiciens sont très sceptiques face à l'infinité, la considérant souvent comme une erreur de la théorie plutôt qu'un fait objectif. Einstein lui-même doutait que les trous noirs puissent exister dans l'univers réel, et même s'ils existaient, sans singularité. En 1939, Robert Oppenheimer et Hartland Snyder ont montré qu'une sphère parfaitement symétrique pouvait s'effondrer en un trou noir de Schwarzschild, avec une singularité et tout le reste. Cependant, cela n'a convaincu personne. Où trouver dans l'univers un objet sphérique parfaitement lisse? On a conclu que des objets ordinaires ne pouvaient jamais s'effondrer en un point idéal. De légères déviations de la symétrie sphérique empêcheraient les particules de tomber directement les unes sur les autres et de s'accumuler au centre. Dans les années 1960, Roaker a décrit mathématiquement un trou noir en rotation selon la théorie d'Einstein. Le point de gravité infini est ici remplacé par un anneau, mais il restait une singularité. La solution de Kerr était extrêmement symétrique, laissant subsister les doutes sur leur existence réelle. C'est ce qui poussa le jeune physicien de Cambridge, Roger Penrose, à démontrer que les singularités dans les trous noirs étaient inévitables dans la théorie d'Einstein. Le travail scientifique de Penrose sur les singularités est étonnamment court, quelques pages dans la revue Physical Review Letters. Cependant, la concision est souvent signe de talent. Certains considèrent ce travail de 1965 comme la première contribution majeure à la relativité générale depuis sa création par Einstein un demi-siècle plus tôt. Qu'a découvert Penrose?
Comment a-t-il réussi à appréhender mathématiquement l'essence d'un trou noir, et pourquoi a-t-il mérité le prix Nobel? Roger Penrose a prouvé, selon la théorie d'Einstein et quelques hypothèses, que les trous noirs devaient contenir des singularités. Il l'a fait en démontrant une structure de l'espace-temps qui se termine littéralement à l'intérieur d'un trou noir. En relativité générale, on utilise des géodésiques pour représenter les coordonnées spatiales. Le chemin d'un rayon lumineux qui tombe dans un trou noir est appelé géodésique nulle. C'est une référence pour l'espace-temps. Les lignes nulles traversent le champ gravitationnel, convergeant vers un point, un phénomène appelé l'anti-gravitationnel. Les champs gravitationnels créés par la matière ordinaire provoquent toujours cette convergence. Il faudrait une masse négative ou une pression négative pour que les rayons divergent. Cette caractéristique des champs gravitationnels est appelée condition faible de l'énergie en relativité générale. Les lignes nulles qui tombent dans un trou noir doivent donc converger. Rien de compliqué a priori, sauf une particularité, les lignes nulles au-delà de l'horizon des événements, se déplaçant vers l'extérieur, convergent également. L'idée même d'horizon des événements est ambiguë et dépend de la position de l'observateur par rapport au trou noir. Penrose a proposé une idée plus claire, celle des surfaces piégées. Tout volume fermé à l'intérieur d'un trou noir est considéré comme une surface piégée. Penrose a démontré qu'au moins deux rayons lumineux parallèles quittant une surface piégée, se déplaçant vers le haut ou vers le bas, doivent converger. En d'autres termes, l'espace et le temps prennent fin au point de convergence. Comparons cela à une géodésique plus familière sur Terre, les lignes de longitude convergent aux pôles nord et sud. Une ligne de longitude est le plus court chemin entre deux pôles. Cependant, vous pouvez manquer un pôle et commencer à faire le tour de la planète. Ce ne sera plus le chemin le plus court. Dans un trou noir, vous n'atteignez pas de pôle, mais vous atteignez la fin du temps ou de l'espace, une sorte d'impasse de la réalité. Roger Penrose a montré que l'espace et le temps pouvaient avoir des trous, directement liés à une courbure infinie de l'espace-temps, ou à une gravité infinie, autrement dit, à une singularité. Penrose n'a pas montré quel type de singularité se formerait dans un trou noir, seulement qu'elle devait y exister. Dès la publication du travail de Penrose, un jeune étudiant a fait une contribution extraordinaire, Stephen Hawking. Dans sa thèse de doctorat, Hawking a montré que les mêmes arguments pouvaient être utilisés pour décrire le comportement des géodésiques se déplaçant en arrière dans notre univers jusqu'au Big Bang. Nous savons depuis environ 40 ans que l'univers est en expansion et est probablement né dans un état beaucoup plus dense. Nous savons que les géodésiques convergent lorsqu'on remonte le temps, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent nécessairement se rencontrer, elles peuvent se manquer, se regroupant en un nœud dense. Hawking a démontré que les arguments de Penrose concernant les trous noirs s'appliquaient également à l'univers. Les géodésiques qui remontent le temps dans un univers en expansion doivent converger, formant une singularité. Le temps lui-même est impossible à retracer au-delà de ce point, suggérant que le temps a en réalité commencé au Big Bang. Hawking et Penrose ont ensuite développé ces idées ensemble, les publiant en 1970. Il est important de noter que les théorèmes sur les singularités sont probablement erronés, ou du moins conduisent à des erreurs. Ils donnent des prédictions de la relativité générale pure et prennent en compte différentes conditions d'énergie. Nous savons que la relativité générale n'est pas l'image complète. La solution pourrait être une union de la relativité générale et de la mécanique quantique, une théorie de la gravité quantique. Une telle théorie pourrait nous dire ce qui se passe réellement avec les géodésiques lorsqu'elles se rencontrent, et peut-être même nous dire ce que sont réellement l'espace et le temps. Penrose et Hawking ont tracé la voie vers cette théorie encore inconnue. Roger Penrose a reçu le prix Nobel de physique 2020 pour sa contribution à la compréhension théorique des trous noirs, qu'il a partagé avec Reinhard Genzel et André Gay, qui ont prouvé l'existence d'un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée en étudiant les orbites des étoiles dans la région centrale de la galaxie. Le travail de Genzel, Gay et d'autres astronomes a confirmé l'existence des trous noirs, ce qui signifie qu'il existe bel et bien des endroits dans l'univers où la relativité générale doit admettre l'existence de singularités. Toutes ces découvertes extraordinaires sont nées de la réflexion sur le comportement des rayons lumineux qui convergent et se terminent dans l'espace-temps. La Lune, mystérieuse, attirante et énigmatique, est le seul satellite naturel de la Terre et une compagne ancestrale. On pourrait penser qu'elle est totalement étudiée, avec les missions Apollo et les échantillons de sol lunaire analysés. La face cachée de la Lune n'est plus un mystère, et nous savons pratiquement tout sur elle. Mais quelles questions restent-elles? Peut-être sont-elles les plus importantes pour nous, car l'influence de la Lune sur la Terre est beaucoup plus grande qu'on ne le pense, dépassant les marées et les insomnies de pleine Lune. Répondons aux questions essentielles sur la Lune, comment est-elle apparue, et comment se fait-il que l'on trouve des roches terrestres à sa surface?
Est-il vrai que sans la Lune, la vie sur Terre n'aurait pas été possible? Que se serait-il passé si une autre planète du système solaire avait pris la place de la Lune? Attachons nos ceintures, nous allons voyager dans le temps pour observer une planète que l'humanité n'a jamais vue, assister à une catastrophe cosmique qui a peut-être donné naissance à la vie sur Terre et à notre satellite, et comprendre l'influence majeure de la Lune sur notre planète. Rappelons ce que nous savons de la Lune, c'est un satellite relativement grand par rapport à la taille de sa planète. Son diamètre est de 3474 km, contre 12 742 km pour la Terre. Ces proportions sont rares dans le système solaire. Seul Pluton, désormais classé comme planète naine, possède une Lune aussi grande proportionnellement. Les planétologues estiment que la Lune stabilise l'orbite terrestre, notamment l'inclinaison de l'axe de rotation qui crée les saisons. Sans la Lune, l'inclinaison de l'axe pourrait changer considérablement en quelques millions d'années, conduisant à des conditions climatiques instables, moins favorables au développement de la vie. De plus, la présence de la Lune a considérablement modifié la durée du jour. N'oublions pas que la Lune, grâce à son pouvoir réfléchissant, nous fournit de la lumière la nuit et que son champ magnétique contribue à réguler les marées. Le programme Apollo nous a apporté des échantillons de sol lunaire, une mine d'informations sur l'origine de notre satellite. L'une des découvertes les plus surprenantes est la composition du sol lunaire, étonnamment similaire à celle des couches externes de la Terre. Par exemple, la proportion d'isotopes d'oxygène est presque identique dans les sols terrestres et lunaires, contrairement à la différence significative entre la Terre et Mars. Une autre découverte importante est la plus grande aridité des roches lunaires par rapport aux roches terrestres. Elles semblent avoir subi des températures extrêmement élevées et avoir perdu des éléments facilement vaporisables. Cela suggère que la Lune a peut-être fait partie de la Terre, et que sa formation est liée à un événement catastrophique, une collision entre la Terre et un corps céleste massif. Plusieurs théories existent sur l'origine de la Lune, mais le modèle le plus probable est celui de l'impact géant. Il y a des milliards d'années, un objet de la taille de Mars serait entré en collision avec la Terre. Comme l'impact fut tangentiel, la Terre ne fut pas détruite. Les débris rocheux et magmatiques éjectés par la Terre se seraient alors rassemblés en orbite pour former la Lune, qui a pris une forme sphérique grâce à la rotation. Que se serait-il passé sans cette collision? Que se serait-il passé si des humains avaient existé à cette époque? Revenons il y a environ 4,6 milliards d'années, lorsque des centaines de jeunes planètes se sont formées autour du jeune Soleil, dont Vénus et la Terre. Leur trajectoire était très différente des trajectoires actuelles, plus chaotiques, augmentant les risques de collision. Imaginez une course sans règles, avec de nombreuses voitures roulant à des vitesses différentes sur un circuit, se dépassant et s'entrechoquant fréquemment. Vénus et la Terre ont survécu à cette course, devenant de véritables dévoreuses de planètes plus petites. Elles étaient similaires au début, mais des collisions ont radicalement changé leur destin. Deux objets se sont écrasés sur la Terre et Vénus, avec des conséquences majeures pour les deux planètes. L'impact sur la Terre la fait tourner plus vite, créant un champ magnétique puissant qui la protège des radiations solaires, permettant l'émergence de la vie. Ce choc a également causé l'inclinaison de l'axe terrestre, responsable des saisons. Que s'est-il passé avec Vénus? Pourrait-elle avoir développé la vie? Malheureusement non. Un objet de taille similaire, mais plus massif, a frappé Vénus, arrêtant sa rotation et la faisant tourner en sens inverse. Sa rotation est presque 243 fois plus lente que celle de la Terre. Cette catastrophe a eu des conséquences importantes. La vitesse de rotation de Vénus est insuffisante pour que son noyau génère un champ magnétique puissant. La surface de Vénus est donc restée sans protection contre le flux de particules solaires. L'hypothétique corps céleste qui a formé la Lune est appelé Theia. La collision avec Theia fut la dernière catastrophe majeure sur Terre. Que se passerait-il si une planète de cette taille entrait en collision avec la Terre aujourd'hui? Les chances de survie de l'humanité seraient nulles. Une vague de feu consumerait l'atmosphère, et les débris des deux planètes formeraient de nouveaux mondes, sans place pour l'homme et la vie. Nous devons être reconnaissants de la Lune. Sans elle, la vie sur Terre serait radicalement différente. De nombreux experts doutent même de la possibilité du développement de la vie sur Terre sans un satellite aux caractéristiques de notre Lune. Ceci fait partie de l'hypothèse de la Terre rare, que nous aborderons dans de prochains épisodes. Imaginons maintenant ce qui se serait passé si d'autres planètes du système solaire avaient remplacé la Lune. Avec Vénus, sa grande taille et son pouvoir réfléchissant élevé donneraient des nuits aussi brillantes que nos crépuscules. De plus, Vénus ne pourrait probablement pas devenir un satellite de la Terre, elle est trop grosse. Si Vénus tournait autour de la Terre à la même vitesse que la Lune, une collision serait inévitable.
la même chose vaut pour Mars. Si vous aviez vécu sur Terre lorsque Vénus ou Mars étaient devenus ses satellites, vous auriez assisté à des catastrophes, tsunamis, élévation rapide du niveau de la mer, augmentation catastrophique de la lumière solaire réfléchie par le satellite, et changement de trajectoire. Avec Mars, certains experts admettent la possibilité d'un système planétaire miniature stable, sans collision. Mais que se passerait-il si la taille du satellite potentiel dépassait celle de la Terre? À proximité de Jupiter, la Terre deviendrait elle-même un satellite de la géante gazeuse. La puissante attraction de Jupiter détruirait la Terre, la déchiquetant progressivement. Même chose près de Saturne. Nous devons être heureux d'avoir notre petite et accueillante Lune. Qu'a-t-elle fait d'autre pour la Terre, outre son apparition? Il est surprenant de penser que notre satellite a contribué de manière décisive à notre existence, et non pas par une catastrophe. En accélérant la rotation de la Terre, la Lune est responsable des marées. Les scientifiques pensent que les marées ont été le moteur de l'apparition de la vie sur Terre. Le mélange de substances dans les premiers océans, avec l'eau, a créé des conditions particulières dans les zones intertidales. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil, puis revient. Dans ce cycle de mouillage et de séchage, des molécules complexes se sont formées, à l'origine de la vie. L'ARN, l'un des composants fondamentaux des cellules vivantes, pourrait être apparu grâce aux marées, pilotées par la Lune. Les zones intertidales étaient de véritables laboratoires chimiques, des incubateurs de vie. Même si cela peut sembler étrange pour l'homme moderne, compte tenu des informations fascinantes sur notre voisine céleste la plus proche, il n'est pas surprenant que l'image de la Lune ait été divinisée et intégrée dans les cultures du monde entier. Aujourd'hui encore, nous pouvons contempler le disque lunaire avec gratitude et curiosité. Qui sait quels autres miracles se cachent dans ce corps céleste énigmatique, si proche et si lointain à la fois. L'année 2020 est heureusement terminée, un soulagement pour beaucoup. Incendies de forêts dévastateurs, conflits armés, invasions de criquets sans précédent, terribles catastrophes aériennes, morts subites de célébrités, effondrement économique, mortalité massive d'animaux, manifestations incontrôlées, et pour couronner le tout, une pandémie qui a déchaîné une nouvelle peste au XXIe siècle. L'année 2020 ressemblait à une malédiction. Mais qui a dit que 2021 allait mettre fin à tous les malheurs comme par magie? Rappelons ce qui était prévu pour 2020, l'invasion de Godzilla, une attaque d'astéroïdes, la plus forte tempête magnétique de l'histoire de la planète, et une explosion catastrophique d'une supernova. Ceci, malheureusement, n'est pas une blague. La probabilité de cet événement ne se limitait pas à 2020. Au moment de la création de cette vidéo, aucune étoile n'a encore explosé, mais quelle est la probabilité que cela n'arrive pas demain? Est-ce un autre canular ou un événement tout à fait plausible? De quelle étoile s'agit-il? Que se passerait-il pour la Terre et pour nous si une telle chose se produisait? Imaginons qu'une étoile proche explose. Les conséquences les plus fatales de l'explosion d'une supernova pour les mondes environnants, y compris la Terre, sont les sursauts gamma. Les dommages les plus faibles consistent en une diminution significative de l'épaisseur de la couche d'ozone, due à l'oxydation de l'azote moléculaire dans l'atmosphère. La Terre deviendrait alors vulnérable aux rayons ultraviolets et au bombardement des rayons cosmiques, affectant inévitablement la biosphère. Certains scientifiques pensent que des sursauts gamma proches ont contribué à l'extinction des dinosaures. Le phytoplancton et les plus grands organismes vivants de la Terre, les récifs coralliens, seraient particulièrement touchés. Que ressentiraient les humains, et quelles seraient les conséquences? Une augmentation fatale des radiations solaires. Après cela, les chaînes alimentaires ne seraient plus jamais les mêmes, et les conséquences seraient totalement imprévisibles. Dans le pire des cas, une stérilisation complète de la planète. Cela se produirait si le sursaut gamma se situait à environ 30 années-lumière de nous. Cela semble effrayant, mais que se passerait-il si je vous disais que c'est un scénario tout à fait plausible pour la Terre, et que nous connaissons même l'étoile maléfique qui pourrait devenir une étoile de la mort pour l'humanité? Je vais vous parler de ce géant cosmique, Bételgeuse. Que se passe-t-il avec cette étoile, et quel danger représente-t-elle? Depuis plusieurs mois, les scientifiques du monde entier sont dans une perplexité permanente, car cette supergéante rouge se comporte de manière étrange. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est ce que nous savons de cette situation. Cette énorme étoile, située à 640 années-lumière de la Terre, a commencé à changer de luminosité, de manière si brusque que les paramètres enregistrés sont les plus bas des 50 dernières années d'observation. Que indique cette diminution de luminosité si importante et si rapide? Une explosion imminente? Que savons-nous de notre voisine?
Bételgeuse est l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation d'Orion, du moins avant le début de son instabilité. Même à sa luminosité minimale, Bételgeuse est 80 000 fois plus brillante que le Soleil, et la différence maximale atteint 105 000 fois. Si on plaçait ce monstre au centre du système solaire, il atteindrait l'orbite de Jupiter à sa taille maximale. Bételgeuse est environ 17 fois plus massive que le Soleil, mais son volume est véritablement effrayant, 300 millions de fois plus grand que celui du Soleil. Son diamètre varie considérablement lors des pulsations, atteignant parfois 500 fois celui du Soleil, et parfois jusqu'à 800 fois. Nous imaginons les supergéantes rouges comme d'immenses sphères relativement régulières composées de plasma et de gaz incandescents. Ce n'est pas tout à fait le cas. De près, les étoiles géantes ressemblent davantage à d'énormes nuages dont la matière semble bouillir dans des chaudrons infernaux. Le processus.